Salut, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler de l'orgueil blessé, de rêves qui se sont évaporés dans la fumée des pots d'échappement d'usine. Parce que dans les années 80, Renault ne fabriquait pas seulement des voitures. Elle essayait de sauver la France, oui. Après la crise pétrolière, la nationalisation, la pression politique, la régie avait une mission. Prouver que l'industrie française pouvait encore innover, concurrencer, gagner, mais toute ambition ne se transforme pas en succès. Parfois, elle devient un échec coûteux. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grands échecs de Renault dans les années 80. Pas avec moquerie, mais avec respect, parce que chacune de ces voitures portait un espoir national. Une tentative de dire au monde, la France est toujours dans la course. Sauf que la course a changé. Et Renault, parfois, a joué avec de mauvaises règles. Accroche-toi à ton tournevis. L'histoire est sur le point de démarrer. En 1980, l'Europe était amoureuse des sportives compactes. La Golf GTI se vendait comme des petits pains. La 205 GTI n'était même pas encore née. Et Renault a vu une opportunité. On va mettre un turbo dans la 18. Ça paraît logique, non? Sauf que la Renault 18 avait été conçue en 1975. Une berline familiale, 5 places, un grand coffre, une suspension souple. La voiture du professeur, du médecin de province, du père de famille. Lui, greffer un turbo, c'était comme mettre des ailes à un tracteur. Le moteur, un 1,4 litres turbo, 110 chevaux. Mais la voiture pesait 1150 kilos, presque 200 de plus que la Golf GTI. Et la suspension arrière, un essieu rigide avec ressorts hélicoïdaux. Oui, sur une voiture de sport. En 1980. Pire encore, le turbo-lag était brutal. On appuyait et on attendait. On attendait jusqu'à ce que le moteur décide enfin de répondre. Et le prix, 68 000 francs en 1982, alors que la Golf GTI coûtait 62 000 et la future 205 GTI, seulement 59 000. Le public a vite compris. Et les ventes, entre 1980 et 1986, 24 700 exemplaires en Europe. En France, 8 900, alors que la Golf GTI s'est vendue à 500 000 exemplaires rien qu'en Europe. La 18 Turbo n'était pas une mauvaise voiture, mais ce n'était que ça, une berline déguisée en sportive. Et le marché ne se laisse pas tromper par un déguisement. Aujourd'hui, il en reste à peine quelques-unes, parce que personne n'a voulu garder une voiture qui ne savait pas ce qu'elle était. La Fuego est née d'un rêve, faire un coupé français capable de rivaliser avec la Capri, avec la Celica, avec la Manta. Lancée en 1980, elle arborait des lignes de Giorgetto Giugiaro, un tableau de bord digital. Même des freins à disque aux 4 roues, chose rare à l'époque. Même la critique a applaudi. L'Automobile Magazine, mars 1981. La Fuego est le coupé français le plus moderne depuis l'Alpine A310, un saut technologique. Sauf que le moteur d'entrée était un 1.4 litres de 75 chevaux, dans une voiture qui pesait 1080 kg, de 0 à 100, 14 secondes. Alors que la Capri 2.0 le faisait en 9,5. Et le public voulait de la puissance. Mais le moteur 2,0 litres, 110 chevaux, n'est arrivé qu'en 1983, quand la concurrence avait déjà disparu. Pire, Renault n'a pas su la positionner. Il vendait la Fuego comme sportive, mais elle utilisait la même plateforme que la Renault 18, une berline familiale. Même la suspension arrière était identique. Résultat, entre 1980 et 1986, ils ont vendu 265 000 unités dans le monde. Moins de la moitié de l'objectif initial, 600 000. En France, 58 000. Et en 1985, quand ils ont tenté de la sauver avec la Fuego Turbo de 140 chevaux, il était déjà trop tard. Le marché avait changé. On voulait des hatchbacks, pas des coupés.
La Fuego n'était pas laide, c'était un rêve hors du temps. Et le pire endroit pour un rêve, c'est le monde réel. Les Renault 20 et 30 sont nés en 1975, une réponse à la Peugeot 604 et à la Citroën CX. Elles avaient la traction avant, l'espace d'une américaine et le moteur PRV V6, fruit du partenariat entre Peugeot, Renault et Volvo. Dans les années 70, c'était moderne, mais dans les années 80, c'est devenu une relique ambulante. Pourquoi? Parce que Renault n'a pas modernisé. Tandis que la concurrence lançait des tableaux de bord digitaux, l'injection électronique, l'ABS, les 20 et 30 restaient avec. Un tableau de bord en plastique qui se fissurait au soleil du sud. Un système de ventilation bruyant. Une consommation de 12 litres aux 100 km en ville. Pire, en 1983, Renault a lancé la 25, une berline aérodynamique avec ordinateur de bord, direction assistée électronique et un design futuriste. Et les 20 sur 30, elles sont restées comme voitures de transition, que personne ne voulait. Les ventes se sont effondrées, de 45 000 unités en 1980, à moins de 12 000 en 1983 et en 1984, quand elles ont été arrêtées, personne ne l'a remarqué, parce que la Renault 2030 était déjà un fantôme, une voiture qui vivait dans le passé, tandis que le présent filait à toute vitesse, sous la forme d'une Renault 25. En 1979, un ingénieur de Matra appelé Philippe Guédon a eu une idée folle. Et si on faisait une voiture sans montant central, avec des sièges amovibles qui deviennent un salon? Renault a écouté, mais n'y a pas cru. Tellement que, en 1984, lors du lancement de l'Espace, ce n'est pas Renault qui l'a produit, c'était Matra, dans son usine de Romorantin. Et le public français, il a trouvé ça bizarre. Pourquoi il n'y a pas de piliers? Pourquoi les sièges se retirent? C'est un van, pas une voiture. Pire, la version la plus vendue était diesel, 2 litres 1, 72 chevaux, dans une voiture qui pesait 1400 kilos. Monter la colline de Fourvière à Lyon, oublie, et le prix, 48 000 francs, plus cher qu'une Peugeot 505 SR. Résultat, en 1984, ils ont vendu seulement 2800 unités en France. L'objectif était 20 000. Ce n'est qu'en 1987, avec la deuxième génération, des campagnes agressives et l'apparition de la catégorie monospace, que l'Espace est devenu un succès. Mais dans les premières années, ce fut un échec silencieux, une voiture en avance sur son temps, dans un pays qui voulait encore des berlines. Aujourd'hui, l'Espace est une légende, mais personne ne se souvient qu'au début, personne ne voulait l'acheter.